et on plonge dans la réalité humaine très terre-à-terre de la pédagogie. Donc, je termine un livre sur ce sujet très, très, très vaste. Donc, je vous propose de circonscrire à un exemple précis qui est le travail en groupe en mode projet. Je reviendrai sur le projet. Comme un modeste chantier qui fissure la grande coïncidence de l'enseignement supérieur, François Julien en a parlé hier, théorie et pratique, écrite en lettres d'or au fronton de l'école des mines, et qui régit toute la modélisation qui, avant les perspectives de changement, régit tous les labos scientifiques dans le monde, y compris pour le changement climatique. Tout, etc., proviennent de modélisation. Et donc on parle de désobédience, sujet dont il est très difficile de se détacher, surtout quand on mesure le poids et l'arrogance de l'académisme. Donc, nous ne buvons pas la coupe de ciguë, mais quand même par petites doses létales, constantes. Vous-même, vous témoignez combien il est difficile de faire passer votre message dans les médias et ailleurs. Pour nous tous qui tentons d'expérimenter ces concepts, c'est la même chose. Nous partageons tous cette difficulté. Donc, vous avez, en lisant, dit que la décoïncidence datait de 2016-2017. En fait, pour moi et pour beaucoup d'autres, elle date de 2020 avec votre livre « La politique de la décoïncidence ». Et donc, la question, c'est que faisions-nous avant ? Donc, la question importe parce que l'exemple que je donne date de juillet 2019. C'est le dernier que j'ai pu réaliser en Chine à cause de la pandémie. Je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire compte tenu de la reprise en main et de la fermeture de la Chine par Xi Jinping et sa très chère dictature numérique de plus en plus efficace. J'intervenais dans à peu près une huitaine d'universités en Chine. J'ai choisi l'université de Pékin. Je crois comprendre que François Julien a trouvé qu'il y avait même là des relations difficiles. Pour ma part, travaillant avec des associations d'étudiants, quand même, je peux témoigner qu'on y rencontre encore une ouverture d'esprit assez exceptionnelle comparée aux autres universités. La devise reste science et démocratie, et la sculpture de la démocratie n'a toujours pas été déboulonnée, même si le Parti communiste observe comme lui sur le feu. Donc l'université de Pékin, on dit Beida, qui a initié Tiananmen. Alors évidemment, c'est très, très lointain, mais enfin quand même, on retrouve auprès des étudiants quelque chose de cet ordre. Donc une situation précise et concrète. Lundi 1er juillet 2019, 8 h du matin, bâtiment C, salle 311. Que se passe-t-il juste un peu avant 8 h du matin? Les étudiants arrivent par grappes. Les grappes sont des petits groupes de quelques-uns et qui sont réunis essentiellement par la langue. Ça peut être aussi par une proximité de culture. Et ils s'installent dans la salle comme ils sont venus. Si on a un cours ex cathedra, pas de problème. Si on veut avoir un mode projet par groupe, gros problème. Parce que ça veut dire qu'ils vont rester, ça dure 3 semaines, hein, ils vont rester pendant les 3 semaines en venant exactement comme ils sont venus, même si on part sur le terrain et qu'on change de salle. C'est comme ça dans tous les campus, hein. Et donc, ça veut dire que pendant 3 semaines, ils vont rester par petits groupes en parlant
leur langue, parce que c'est surtout la langue qui compte, ou une proximité culturelle qui fait qu'aucun commun ne sera produit. Donc j'interviens sur ces sujets-là, je leur mets la photo que j'ai prise d'eux, je leur demande que voyez-vous, et en fait ils ne voient rien, c'est normal parce que c'est leur habitude. Donc je leur explique les pièges de la différence, sans culpabilisation, puisque beaucoup après vont se dire, à titre personnel, « Ah, j'ai mal agi, c'est ma faute, etc. » Donc de sortir de ce registre. Et donc, le groupe étudiant va être cet ensemble hétérogène de petites grappes qui rassemblent des mêmes, des semblables, des similaires, en petits agglomérats comme du béton. Et peu sortent, comme je l'ai dit, très peu sortent de ce système. Donc le groupe se ferme sur lui-même, on le constate tous, hein, et ne s'intéresse qu'à lui. Alors ce groupe, très concrètement, ils ont 20 ans de disciplines très différentes, depuis la philosophie, le droit, les sciences, les langues, etc. Je veille à cette diversité pluriculturelle et non pas multiculturelle, qui est une idéologie. Donc ma démarche interculturelle s'oppose radicalement au multiculturel. Un excellent niveau d'anglais britannique. Je travaille avec une professeure anglaise pour éviter le globish. Donc nous essayons de parler un anglais britannique et pas californien très proche du globish. Dès le premier jour, je leur fais faire un lexique trilingue, anglais, chinois, français, dont ils ne voient pas l'intérêt, puisque dans leur esprit, tout mot trouve sa traduction univoque sans problème. Alors ensuite, quand ils commencent à le faire, ils se rendent compte qu'il y a des blancs, et un étudiant a horreur du blanc parce qu'il croit que c'est parce qu'il ne sait pas, et qu'il va être mal noté. Donc on essaie de sortir de tout ça. Je travaille qu'avec des petits groupes de l'ordre de 24, et qui se répartissent en un tiers d'anglophones, donc Australie, Canada, États-Unis, un tiers asiatique, plutôt la Chine, parce que je privilégie les relations Europe-Chine, donc Chine, Hong Kong, Taïwan, en faisant très attention à bien distinguer les choses, ce qui rend certains étudiants de Chine continentale absolument ébahis. Ils n'ont pas les informations. D'autres pays, Corée, Inde, Malaisie, selon les années, et des francophones, France-Québec. Donc voilà, ça c'est le groupe. Que faire? Donc chacun chemine selon sa voie. Hier, vous avez rappelé l'importance du cheminement, de nos fêlures, pour des fissures. Et donc, pour ma part, le concept de décoïncidence s'élabore, se meut en pédagogie par deux processus. Donc, travailler en écart, un travail de discernement, d'adaptation, et laisser advenir l'antre, l'écart produit de l'antre, qui est un processus d'évasement. Vous ne parlez plus de l'antre. Vous parlez de l'écart, encore hier, mais vous ne parlez plus de l'antre. Hier, vous n'avez pas cité l'antre. Pour ma part, ces deux processus avec un nez qui peut aller justement dans le simultané sont très importants, et j'en témoigne, j'en observe la concrétisation de façon très visuelle quand j'observe les processus du groupe pendant ces 3 semaines. C'est ça dont j'aimerais témoigner. C'est une expérience vécue. Donc, on le sait tous, hein, travailler en écart est difficile. Il y a la tentation humaine de tout réduire à soi, entre l'ethnocentrisme historique, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme, qui pèsent beaucoup sur les étudiants, et parce que
la puissance des technologies de l'information. Alors c'est une banalité de le dire, mais enfin quand même, il faut prendre en compte l'impact très violent des technologies de l'information comme jamais dans l'histoire humaine. Donc cette information, nécessité démocratique, est déviée systématiquement par trois formes redoutables de négation qui s'en repaissent, qui s'en revendiquent et donc à l'abri la dévoient et s'en servent pour leurs propres intérêts. Donc la pub du consumérisme, nous la subissons plus que nous croyons, la propre propagande des États, mais aussi de tous les lobbies de toutes formes possibles, et la com des réseaux sociaux avec leurs algorithmes addictifs. Les trois relèvent d'une pensée manichéenne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tout un chacun, nous tous, nous subissons ces trois formes, mais les étudiants y sont très vulnérables. Ils sont très vulnérables parce que la vie étudiante est une période extraordinairement privilégiée, donc un sujet du manque. Un étudiant est par excellence un sujet du manque. Il le vit comme tel. Il est dans l'ouverture d'esprit, dans la recherche des rencontres, du questionnement de soi, d'autrui, du monde. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup travailler avec eux, mais en ayant en tête qu'ils subissent le poids de ces trois formes. Donc, la force coïncidente par excellence à laquelle je fais face pour la pédagogie, c'est cette pensée manichéenne, dont le dualisme, pour ou contre, tout ou rien, etc., avec un « ou » exclusif. Excusez-moi, hier soir, j'ai eu ma 3e dose Covid. Donc, dont le dualisme est l'inverse absolu du travail en écart. Alors, je ne reviens pas sur ouvrir les deux pôles, maintenir en tension les pôles. Comment le mettre en œuvre dans un groupe projet qui s'appuie sur les sciences et les techniques, dont l'usage est plus culturel que rationnel en fonction des langues, malgré ce que pensent tous les professionnels qui l'exercent, et évidemment l'idéologie du projet telle que vous l'avez rappelé hier, donc commencement, commandement, l'arché et terme et fin. Ici, la fin, l'objectif, ce sont les attendus des experts. Donc, pour informer le groupe, alors, donc, nous sommes à l'Université de Pékin, nous sommes invités pendant 5 jours dans une centrale nucléaire chinoise près de Dalian dans le nord, en bord de mer, et 3 équipes d'experts viennent de Grande-Bretagne, de France, de Chine, pour informer le groupe. Et on se réfère, alors j'ai beaucoup aimé mon prédécesseur, à 3 accidents nucléaires. Donc, Three Mile Islands en 2018, peu connu, Tchernobyl en 86 et Fukushima. Oui, enfin, Three Mile Islands, c'est 78 ou je sais pas. Pardon, j'ai dit quoi? Non, peu importe. 78, 78. Donc, Tchernobyl 86 et Fukushima 2011. De pouvoir, dans un temps court, confronter Tchernobyl et Fukushima a été extraordinaire et explosif. C'est d'un côté l'irresponsabilité à tous les étages, c'est la faute à l'autre, le parapluie, le nuage, mais qui s'arrête à nos frontières, donc tout va bien. Et de l'autre, Masao Yoshida, donc le directeur de la centrale, qui a été un héros de la décoïncidence, qui a payé de sa mort, puisqu'il est mort d'un cancer de l'œsophage en 2013. Lui et son équipe. Donc, qui ment ostensiblement au Premier ministre, parce qu'il voit bien que ce Premier ministre est prisonnier de sa propre propagande, et qui, dans l'obscurité, les séismes, sans ordinateur, sans capteur de mesure, vous vous rendez compte de la situation, est capable de relativement maîtriser
la situation nucléaire, de l'accident nucléaire. C'est fantastique. Donc, voilà le sujet. Le sujet qui donnait au groupe, c'est un sujet de sûreté nucléaire. Comment convaincre le personnel qui travaille dans les centrales nucléaires, appartenant aux entreprises, mais aussi les prestataires extérieurs qui entrent, de rester vigilants aux risques et dangers, sans les surinvestir, parce qu'ils ne peuvent plus venir chaque matin à leur bureau. Et surtout, comme ça a été dit juste précédemment, toutes les démarches qualité normatives ne servent strictement à rien une fois que vous êtes dans l'accident. Et c'est là où Yoshida a été extraordinaire. Donc, pendant 5 jours, nous sommes abreuvés d'informations et l'attente des experts, c'est simplement un rendu. C'est, bon, écoutez, vous synthétisez tout ce qu'on vous a dit, vous le mettez en forme, sous forme d'un bon PowerPoint, vous traduisez en 3 langues, et puis vous aurez une bonne note. J'ai pas constitué un groupe pluriculturel d'étudiants et cette démarche interculturelle avec ce type de programme pour ça, où simplement on travaillerait par silo, ce qu'ils souhaitaient faire. Donc dès qu'on retourne sur le campus, commencent les 2 dernières semaines, et c'est un moment crucial pour les étudiants qui ne sont plus sous la tutelle des experts, et pour moi-même, où une bascule est à faire. Donc ensemble, on détermine d'avoir une approche plus large, de ne pas commencer à s'isoler par culture et par langue, mais d'avoir une approche globale de cette complexité si difficile à appréhender, et ensuite de la décliner par culture. Ça veut dire double travail, mais ils sont d'accord. Donc, pour l'instant, c'est encore un groupe, mais qui commence à se transformer. Donc un groupe, je l'ai dit, c'est du béton, c'est un agglomérat hétérogène de même. Le groupe recrute tacitement, selon ses propres principes, selon ses propres critères. Donc il inclut les mêmes, il exclut les autres. Alors que l'équipe se constitue avec la compétence de chacun, des individus. On essaie d'avoir des étudiants individués, donc qui cheminent dans la désobéissance et la décoïncidence, et citoyens. Le groupe est essentiellement multiculturel par les temps qui courent, tel qu'on le reçoit, et on va petit à petit le transformer en équipe interculturelle. Le groupe prolonge l'individualisme ambiant des individus, alors que on essaie de rassembler, je viens de le dire, des étudiants individués. Le groupe fonctionne sur une pensée manichéenne, c'est très explicite, alors que l'équipe commence à apprendre à travailler en écart. L'un fait du collectif, l'autre du commun. Et la question de la différence. Le groupe travaille par différence. L'équipe en écart. 1000 fois dans mon bureau, j'ai entendu les étudiants dire « je ne sais pas quoi dire ». C'est la situation où les étudiants occidentaux et chinois essaient de se rencontrer. Leur seul outil, c'est la différence. Et donc, une fois qu'ils ont passé les questions d'introduction traditionnelles, d'où tu viens, quelle langue, qu'est-ce que tu aimes faire, etc., je ne sais pas quoi dire. La rencontre est impossible. C'est dramatique. Ce fait n'est jamais reconnu. Toutes les institutions vont vous dire que dans notre établissement, tout se passe bien. Ça fait même partie
des conseils d'administration qui décident qu'il faut s'ouvrir aux autres, etc. Mais rien n'est jamais fait. Et dans les statistiques particulièrement américaines, parce qu'eux peuvent les lister, nous pas en France, tous leurs quotas de mesures sont bons. Une fois qu'ils ont dépassé ça, il n'y a plus rien. Ça sera pareil dans le fonctionnement du groupe. On restera dans le collectif. Donc, un groupe d'étudiants chinois désigne tacitement un chef, et le chef divise par silo le travail de chacun, et à la fin, hop, il raboute, c'est bon. Aucun commun. Donc on est dans le collectif. Ils ont beaucoup de mal à passer à un mode, donc celui de l'équipe, du travail en équipe, où une valeur ajoutée commune va dépasser cette simple addition. Et le groupe fonctionne dans le contrôle. On contrôle que les critères du début sont bien vérifiés dans l'inclusion des mêmes, l'exclusion des autres. Alors que l'équipe agit dans la confiance. Cette question de confiance-contrôle, avec un curseur mobile au milieu en fonction des situations, régit le management. C'est une des données du management. Donc, la bureaucratie plus le numérique portent à être de plus en plus dans le contrôle. Et tous les établissements d'enseignement supérieur dans le monde le vivent très clairement, avec restrictions budgétaires. Comment ? Il vous reste 5 minutes. Ouh là là ! Bon, alors je passe. Juste à dire que pour qu'une situation décoïncide, en termes de pédagogie, encore faut-il que la pédagogie elle-même décoïncide, et que pour cela, que l'enseignement lui-même essaye de décoïncider. Et donc j'insiste sur, pour entretenir, alors je ne peux pas parler de l'état d'esprit, disons de la disposition à exister, donc je l'entretiens quotidiennement par des recours, alors je ne peux pas développer les fenêtres ouvertes de Matisse, Kandinsky en 1909 à Murnau, là où ça bascule, etc. Victor Ségalen, Marc Guillaume en a déjà parlé précédemment. Les calligraphes poètes peintres chinois, Virginia Woolf, Gustave Mahler à Toblar et Le Chant de la Terre, absolument prodigieux. Bon, je passe. Donc, la nécessité d'entretenir, compte tenu de la difficulté de la désobéissance et de la décoïncidence, la nécessité de ces recours. Donc, la décoïncidence, l'antre ne sont pas ontologiquement, donc comment en décider, comment en parler. J'aimerais juste partager avec vous un ressenti. Parenthèse, je est un autre, là est dit son guillemet avec son intensité et n'est pas ressassé. Donc il est vraiment le deuxième foyer de la rencontre. Donc nous, étudiants et moi, entretenons un écart de lucidité et je est un autre, un anthropère. Chacun attentif se concentre et la situation s'évase, il y a un évasement, une douce brise aère les esprits, la question du vent en Chine. L'horloge de la salle ne mesure plus le temps perçu. Une joie très subtile frémit comme s'exhale la saveur suave du pollen d'une orchidée sauvage odorante, racine en terre. Le groupe devient une équipe et on a effectivement une valeur ajoutée commune. Donc alors, dès que le gong à 3 notes de Péïda résonne, tout s'estompe, les étudiants, hop, reviennent à leur téléphone, leur langue, leur humour, etc. Ils ont besoin d'une pause. Ce qui est important, c'est que chaque fois, chaque jour, le processus est récurrent et peut revenir.
Donc, rien de mystico-religieux, magique, mystérieux, etc., ni de gourou RH à la mode, surtout pas, juste du modeste, de l'industriel, du professionnel, avec l'ouverture d'esprit, la décoïncidence. C'était un pari très risqué en 3 semaines. C'était embarquer les étudiants dans une aventure dont ils ne savaient rien. Hein. C'était un second pas, comme vous parliez d'une seconde vie. Mais il a été réussi, au-delà de toute espérance. C'est pas de l'autosatisfaction, hein, c'est le retour des étudiants. Les experts ébahis de voir que les étudiants avaient su faire des propositions dépassant très largement leurs attendus. Et les grands dirigeants ont considéré que désormais c'est la solution. Les propositions se font maintenant dans les 3 pays, hein, Grande-Bretagne, France, Chine. Voilà. Donc, c'est de dire que, de façon un peu prosaïque, la décoïncidence, ça marche. Et de dire aussi que, pour que le concept de décoïncidence se meuve en réalité, on a besoin d'une pédagogie pour soi, pour autrui, ici les étudiants, et que, à travers cette expérience vécue, je peux témoigner que la pédagogie est un des leviers fonciers de la décoïncidence. Merci. C'est bon.